Bonjour à tous, on a décidé d'intervenir à deux aujourd'hui sous forme de dialogue pour démystifier les récits juridiques et géopolitiques de l'intelligence artificielle dans un échange et de se poser donc la question, y a-t-il des raisons d'espérer en démystifiant ces récits? On procédera en 3 temps, on s'est posé 3 questions. D'abord, quel est le récit imaginaire, celui qui est tenu par le monde de la tech en général? Ensuite, on se demandera quel est le récit réel, quelle est la réalité. Et enfin, comment imposer le récit réel dans cet imaginaire. Alors, pour commencer, Asma, on s'était dit, c'est quoi le récit imaginaire, celui qui est développé par les acteurs de la tech? D'un point de vue juridique, le récit imaginaire, c'est que l'innovation s'oppose à la régulation. Il ne faut absolument pas réguler l'intelligence artificielle parce que sinon, on empêchera l'innovation. Alors, que dire de cette affirmation? Eh bien, d'abord que l'innovation n'est pas synonyme de progrès, jamais. L'innovation, elle peut être un progrès, elle peut aussi être presque une malédiction, en tout cas une raison de ne pas espérer. Ensuite, l'innovation, eh bien, ne représente pas nécessairement l'intérêt général. Qui représente l'intérêt général? Eh bien justement le régulateur. Celui qui imposera un certain nombre de normes pour encadrer cette innovation. Celui qui nous donnera la direction, c'est le régulateur, c'est la puissance publique, c'est le législateur. Et ce ne sont pas les acteurs. Et je crois que dans ce discours d'opposition entre l'innovation et la régulation, eh bien, on se trompe de partenaire, on se trompe d'objectif. Bien sûr, on veut tous prendre le train de l'intelligence artificielle. Bien sûr, on veut tous profiter de cette technologie, mais veut-on le faire en abandonnant nos valeurs, en laissant de côté tous nos acquis, tout ce qu'on a chèrement acquis? Je ne le crois pas, et pour cette raison, les seuls qui sont à même d'élaborer les règles pour encadrer l'intelligence artificielle, ce ne sont pas les acteurs privés, ce sont les acteurs publics, ce sont les régulateurs. Asma, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation, chère Muriel. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Et oui, on a un format pour notre intervention un peu hybride, puisque c'est le mot, et c'est le mot de l'époque, puisqu'on sera à deux et on va essayer un peu de se faire des réponses en écho. Et donc, sur la question de l'enfermement dans cette binarité innovation versus régulation, il y a une autre question. Si je remonte encore d'un cran, c'est la question de pas de quoi. C'est pas le quoi, moi, qui d'ailleurs m'intéresse dans mes travaux, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle d'IA. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, et ça participe déjà de la réponse, hein, j'ai déjà commencé à répondre. L'intelligence artificielle posée comme ça, comme un concept, est un mot valise. Ça ne veut rien dire en soi, d'accord? Donc, l'IA, quand on vous dit IA, demandez-vous toujours de quel IA on vous parle, de quel système algorithmique au pluriel on est en train de parler pour pouvoir mieux le déconstruire et le décomposer et donc le reproblématiser. Vous avez, on ne parle pas de la même chose quand on parle, comme le disait Raphaël Gaillard, d'intelligence à application neurologique ou cognitive, quand on parle de reconnaissance faciale ou quand on va vous parler des algorithmes de modération sur les réseaux sociaux ou de domotique. Ce n'est pas la même chose. Ou d'IA générative par ailleurs, et si elle génère, qu'est-ce qu'elle génère et à quelle fin? Et donc c'est pas tant ça, donc le quoi, que le qui. Qui est derrière ces technologies de l'hypervitesse et de la symbiose même plus. Et dès l'instant où on commence à se demander qui, là très vite on va pointer vers le régulateur d'un côté, donc celui qui va essayer de mettre le cadre, donc la limite, avec la question philosophique derrière de est-ce que le légal est forcément légitime? Et puis l'autre qui, très très vite on arrive à quelques gars, dont Elon Musk, mais pas que. Les géants technologiques, ou les grands acteurs technologiques de la vallée, de la Silicon Valley. Et alors à côté de Musk, dont on parle énormément, mais qui cristallise quelque chose, il ne faudrait pas invisibiliser tous les autres, qui sont peut-être moins célèbres, moins connus, mais tout aussi importants en termes de puissance, en termes de projection de puissance. Vous avez les Sam Altman avec OpenAI, mais vous avez aussi Peter Thiel avec Palantir, et peut-être que ça ne va pas du tout vous parler ce que je vous dis, et c'est exprès. Vous avez aussi Anduril, une autre start-up dont vous avez très certainement jamais entendu parler, et qui travaille sur les armes autonomes, qui opère déjà en Ukraine
et qui est extrêmement importante dans le complexe technomilitaire américain. Et donc, la question du qui est importante parce que ça vous permet, d'une part, de comprendre qu'il y a une privatisation d'un certain nombre d'outils qui ne sont pas des outils, qui ne sont même pas des agents, qui deviennent des infrastructures d'utilité publique. Et l'autre, donc vous avez une privatisation de choses qui devraient être pourtant mises en discussion ensemble pour répondre à l'autre question principale et primordiale qui est toutes ces technologies, pourquoi faire? C'est Bernanos qui disait la liberté, pourquoi faire? Et la technologie, pourquoi faire? Et c'est là où, dès l'instant où vous avez identifié qui, on peut alors déconstruire leurs récits, leurs agendas politiques et idéologiques, libertariens ou de plus en plus pro-Trump ou anti-régulation, anti-État. Et c'est ça peut-être le travail de déconstruction qu'il nous faut mener, c'est-à-dire identifier de quoi et de qui on parle. Alors vous avez vu que tant d'un point de vue géopolitique que d'un point de vue juridique, on a le sentiment que les récits sont complètement imaginaires et qu'ils sont dans la main de quelques acteurs. Alors finalement, quel est le récit qu'on doit adopter? Quelle est la réalité, le récit réel? Eh bien, d'un point de vue juridique, le récit réel, il est contemporain. Il est contemporain parce que l'été dernier, le législateur européen a adopté un règlement européen. Alors c'est important parce qu'un règlement européen, c'est comme une loi, hein, pour le transposer au niveau national, c'est une loi, mais qui va s'imposer au sein des 27 États membres. Et qui va s'imposer sans qu'on ait besoin de rien faire, sans transposer le texte, sans rien. Directement applicable dans les 27 États membres. C'est le premier texte mondial horizontal qui régule l'intelligence artificielle, donc la technologie de l'intelligence artificielle. Mais justement, pour ne pas stopper l'innovation, on a fait un choix en Europe qui est ce qu'on appelle une régulation par les risques. On ne régule pas directement la technologie en l'interdisant. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de réguler en fonction des usages et en fonction des risques provoqués justement par ces usages. Donc c'est pas une régulation uniforme, c'est une régulation très adaptée à un certain nombre de cas d'usage. On présente ça en général par ce qu'on appelle une pyramide des risques. Alors vraiment, vous matérialisez une pyramide et l'étreinte législative, l'étreinte normative va être de plus en plus importante, plus vous montez dans la pyramide et plus l'étreinte normative est importante. Tout en bas de cette pyramide des risques, vous avez les usages non risqués. Lorsque les usages sont non risqués, le régulateur nous dit le droit qui existe déjà s'applique. Je n'ai pas besoin d'ajouter des règles supplémentaires. Alors c'est quoi les usages non risqués? Eh bien, par exemple, c'est les jeux vidéo ou les filtres anti-spam dans votre boîte mail. Il y a de l'intelligence artificielle. Eh bien, pour ces usages-là, on ne rajoute pas. Le législateur européen dit « je n'ai pas besoin de rajouter des règles supplémentaires ». L'étage juste au-dessus, vous avez le risque modéré. Le risque modéré, le législateur nous dit « bon, les risques pour les droits fondamentaux, pour les valeurs européennes ne sont pas très importants, mais quand même, il peut y avoir quelques risques, donc je mets en place quelques obligations supplémentaires. » Un exemple, les deepfakes, les hypertrucages par exemple, ou les chatbots, vous savez, les boîtes de dialogue, il y a de l'IA, ça peut être complètement automatisé. Pour ces usages-là, le législateur nous dit obligation de transparence et obligation d'information. C'est-à-dire, information, eh bien peut-être que vous avez vu dans le métro déjà des affiches qui sont générées par IA, c'est écrit en haut à droite, images générées par intelligence artificielle. Ça, c'est l'obligation d'information. Le règlement européen n'est pas encore en application, mais les acteurs commencent déjà à s'habituer parce qu'ils vont devoir le faire. Et puis, obligation d'information également. Si vous êtes en contact avec un chatbot, vous devez le savoir. Vous ne devez pas penser que vous êtes en contact avec une personne humaine. Ça, c'est le risque modéré. Au-dessus, vous avez le haut risque. Le haut risque, c'est la très grosse catégorie du règlement européen. Le règlement européen, il fait 144 pages. Il est verbeux, compliqué. Eh bien, il y a
plus de la moitié de ce règlement qui est consacré au haut risque. Alors, le haut risque, c'est quoi? Eh bien, le haut risque, c'est par exemple la santé. La santé est considérée comme un domaine à haut risque. La santé, la justice, l'emploi, les infrastructures critiques et les infrastructures essentielles, tous ces domaines sont considérés, sont présumés comme étant des domaines à haut risque. Dans les domaines à haut risque, le législateur a mis en place des règles très, très contraignantes. Avant de pouvoir mettre sur le marché un système d'intelligence artificielle à haut risque, il va falloir passer par plein d'étapes, il va falloir respecter plein d'obligations, il va falloir suivre une procédure de conformité, obtenir un label CE, être inscrit dans une database européenne, faire une journalisation des logs, il va falloir respecter une supervision humaine de manière obligatoire, etc., etc. Alors c'est très lourd, mais c'est heureux. C'est heureux parce que dans le domaine de la santé, par exemple, l'usage, en effet, peut être risqué, dangereux, et donc on préfère qu'il y ait toujours cet humain, cette humanité finalement qui prévalent. Et puis tout en haut de la pyramide, vous avez le risque inacceptable. Risque inacceptable pour les droits fondamentaux, risque inacceptable pour les valeurs européennes. C'est quoi ? Là, le législateur nous les liste. Alors c'est par exemple Black Mirror, c'est-à-dire le scoring social. Ça, en Europe, on n'en veut pas. C'est interdit, tout simplement. Le risque inacceptable, il est interdit de mettre sur le marché européen ce type de système d'IA en circulation. Le scoring social, l'exploitation des vulnérabilités, vous avez comme ça un certain nombre de cas qui sont décrits dans le règlement européen sur l'intelligence artificielle et qui donc sont interdits. À côté de ce bloc de la pyramide des risques, vous avez également les IA génératives dont a parlé Raphaël Gaillard. Ici, les IA génératives ont fait l'objet d'une réglementation à part. Pourquoi ? Parce que vous savez, avant d'adopter un règlement, il nous faut un certain nombre d'années. Il faut mettre d'accord 27 États membres, il faut mettre d'accord 3 grosses autorités, le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne. Il y a énormément de lobbying qui s'exerce, évidemment, et là encore plus qu'ailleurs. Et eh bien, alors qu'on était en train de discuter le règlement européen, fin 2022, est apparu ChatGPT. Alors, passé les mois de cette apparition et puis le premier jeu, tout le monde a commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et quand on a vu comment ça fonctionnait, on s'est dit « Ah, il y a peut-être aussi besoin d'une régulation sur l'IA générative ». On a donc ajouté quelques règles sur l'IA générative, très peu, mais quand même suffisamment pour imposer un certain nombre de conditions à la mise en circulation sur le marché européen des IA génératives. Alors, les critères ne pouvaient pas être les mêmes, puisqu'une IA générative, par définition, c'est délié de l'usage. L'IA générative, vous pouvez l'utiliser pour lui poser une question éducation, une question ressources humaines, une question santé. Finalement, c'est complètement délié de l'usage. Donc, on ne pouvait pas raisonner que notre pyramide des risques, elle ne fonctionnait pas. Alors, on a cherché d'autres critères pour les classer et pour mettre des obligations en fonction de ces critères. Quels sont les critères pour les IA génératives? Le premier critère, c'est est-ce que le modèle qui nous est présenté, le modèle d'IA qui nous est présenté est open source ou pas? On considère que s'il est open source, donc s'il est ouvert, les risques sont moindres parce qu'on peut voir comment il fonctionne. Donc on met moins de réglementation lorsque c'est open source que lorsque ça ne l'est pas. Et le deuxième critère qui a été également... sont des critères qui sont cumulatifs. Deuxième critère, c'est les risques systémiques. Alors, les risques systémiques, c'est une notion qu'on connaît bien maintenant en droit européen. Ce sont les risques à large échelle. Et on considère qu'une IA générative peut provoquer des risques à large échelle, des risques systémiques, si la puissance de calcul est supérieure à 10-25 flops. Alors, vous allez me dire, oh là là, de quoi elle parle-t-elle? Elle parle de... C'est une IA qui a utilisé énormément de données, énormément de puissance de calcul et qui donc peut avoir un impact important, d'où le risque systémique. En fonction de ces critères, eh bien, on mettra
des règles normatives plus ou moins importantes. C'est ça aujourd'hui en fait la réalité du droit de l'intelligence artificielle. Et donc c'est pas ce qu'on nous oppose en amont. Le récit, il est réel. Ce droit-là, il va s'appliquer aujourd'hui et demain et pour toutes les prochaines années au sein des États, au sein de tous les pays de l'Union européenne. Asma ? Alors en rebond, tu m'offres une perche sur la question de la capacité calculatoire des systèmes d'intelligence artificielle. Et dans toujours cette tentative qu'on a décidé avec Alexandra de déconstruction des récits, les récits qu'on nous oppose ou qu'on nous impose plus exactement, que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est quoi? C'est un patchwork idéologique donc qui vient de la vallée. Et là-dedans, il y a un boulgui-boulga, une espèce de masse un peu informe, parce que très élastique, très plastique, on va aller picorer en fonction du besoin du moment. Et puis parfois, il y a aussi des colonnes vertébrales. Je vais vous donner des gros mots, je vais vous les définir très vite. Vous allez trouver du libertarianisme, évidemment. Donc c'est une espèce de volonté très forte de déconstruction de l'État, aux États-Unis, en tout cas de l'État fédéral, réputé comme étant bureaucratique, donc un frein à quoi? À l'innovation, ou en tout cas plus exactement au génie infini de ces quelques hommes, d'ailleurs, et à leur hubris. Et donc nous tous, et je reprends les mots de Peter Thiel, qui est un des grands argentiers de la Silicon Valley et ancien copain de Elon Musk, qui l'a viré quand il était en lune de miel, au moment où ils étaient à PayPal, au sein de PayPal ensemble, puis ils sont quand même retrouvés parce que l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas visiblement de frein à l'amitié ou aux trahisons. Et donc Peter Thiel a écrit ou a commis un article en 2009 qui expliquait que nous autres, nous les gueux, nous le peuple, nous les infâmes médiocres, nous hein, et c'est vraiment nous, eux. Et donc il y a cette espèce aussi de dialectique de eux contre nous. Donc nous serions en fait la dictature de la médiocrité. Et c'est comme ça qu'il définit la démocratie, Peter Thiel. Et il continue d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui un des hommes de l'ombre, entre autres, parce qu'il est, contrairement à Musk, très peu appétent à, ou en tout cas, il contrôle son image et ses prises de parole. Et donc, Peter Thiel a cette autre binarité très simpliste de le contraire de la démocratie, pour lui, c'est la liberté. Et donc, la démocratie est un frein à sa liberté d'être génial, d'être ce génie incompris. Donc ça, c'est la première chose, le libertarianisme. Il se trouve que vous l'avez suivi dans l'actualité, son acolyte Elon Musk vient donc prendre ou va prendre la tête de ce fameux DOGE qui est l'organisme qui va être en charge de l'efficience gouvernementale, comprendre en creux, d'ailleurs c'est même pas en creux, c'est absolument assumé et affirmé, l'efficience des dépenses gouvernementales. En gros, ils vont sabrer, hein, et puis il faut voir un peu les déclarations et la façon dont ils les présentent. Donc vous avez trouvé les embryons, vous allez trouver les embryons dans le fameux et très sulfureux projet 2025 que Trump cet été avait fini par nier pour mieux y revenir. Donc vous avez le libertarianisme, et plutôt un libertarianisme sur lequel s'agrège un ultra-conservatisme en termes de valeurs, de mœurs, de droits. Hein. C'est pas simplement de la littérature, c'est sur la question de nos droits fondamentaux. Je dis non parce que tant que on n'a pas de souveraineté technologique, nous sommes amarrés à Trump, à Musk, à Thiel et aux États-Unis. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a le transhumanisme, cette idée de dire qu'en fait, il va bien falloir qu'on augmente l'homme. C'est ce que nous évoquions aussi tout à l'heure, ou ce que évoquait Raphaël Gaillard tout à l'heure. Le transhumanisme, ce sont des hommes ultra augmentés, avec cette aussi obsession de la lutte contre le vieillissement, et plus exactement, contre la mort, en fait. Et là, je vous laisse y réfléchir. Et puis, encore d'autres idées, comme le long-termisme. Et là, c'est très intéressant, le long-termisme, parce que Musk est un long-termiste assez affiché. C'est l'idée de dire qu'il faut absolument qu'on arrive à pérenniser ou à constituer les conditions de pérennité de l'espèce humaine, de l'humanité, nous, humains. Et donc, et c'est la deuxième partie du raisonnement de cette micro-idéologie qui est intéressante, coûte que coûte, quel que soit le prix aujourd'hui. C'est ce qui explique son obsession, il n'en a qu'une, Musk, c'est Mars.
Mars comme non pas simplement planète en backup, le jour où on aura fini de détruire la Terre, mais comme vraiment stade ultime de l'évolution de l'humain, dont l'augmentation cognitive, dont les implants, dont l'ensemble des interfaces, dont les cybercabs, dont les humanoïdes, dont tout son projet participe, ou auquel tout ce projet de la X-Corp, sa galaxie de start-up techno-idéologiques participe. Donc vous avez tous ces récits-là, et ces récits qui sont imbibés d'imaginaire, et d'imaginaire qui proviennent de la science-fiction, en gros des années 50-60, ça tourne autour de ça. Et vous allez retrouver exactement les mêmes récits chez Altman ou chez Gates, etc. Donc ce sont des gars qui sont biberonnés sur un certain nombre de scénarios qu'ils ont en fait lus quand ils étaient adolescents. C'est assez simple en réalité. Et en fait, je crois que c'est Anders qui disait ça. Je le déforme volontairement, mais attention à ne pas être simplement des machines, nous humains, qui ne désirions que ce que l'on nous donne à désirer. Faire très attention à ces enfermements de l'imaginaire qui nous sont imposés par le récit, puis blanchis derrière par les médias. Donc ça, c'est les récits que l'on a. Et puis, c'est pas simplement eux, parce que vous avez aussi les récits de la puissance, les récits géopolitiques. Et il se trouve que la question technologique, aujourd'hui, est le carburant du récit de la puissance, notamment américaine, dans la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine. Et ce qui amène, et je terminerai là, peut-être, où je commence à chuter sur ma réponse, qui amène en fait à une schizophrénie totale de notre système. Parce que pendant qu'on a ces énormes capacités calculatoires qui mangent les ressources qui nous mangent, eh bien, on est en train en fait de détricoter le vivant, ce qui permet que l'on va peut-être continuer un jour à vivre ensemble. Et cette schizophrénie-là n'est jamais, ce technosolutionnisme n'est jamais résolu, ni dans les récits politiques, ni dans les récits idéologiques, ni dans les récits géopolitiques. Et c'est là où on a un problème. Et en réalité, et pour terminer, ce n'est pas tant une histoire de la puissance ou de la puissance des géants technologiques. C'est plutôt, écoutez bien ça, c'est plutôt l'histoire de nos faiblesses, de nos renoncements, de nos conforts. Et je dirais que le contraire de la confiance même, c'est pas du tout la défiance, c'est le confort. Nous sommes trop confortables. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait que l'on investigue. C'est intéressant ça, nous sommes trop confortables. Alors, sommes-nous trop confortables? Je ne sais pas. La troisième question qu'on s'est posée, c'est comment fait-on pour imposer le vrai récit? Comment on fait? Comment on s'y prend? On voit qu'on a des gros acteurs qui nous imposent un imaginaire. On voit qu'on consent finalement à cet imaginaire. Voilà, on consent à cet imaginaire et que personne ne le prend en charge. Eh bien, d'un point de vue juridique, je dois vous dire que la date est parfaitement bien choisie. Muriel, vraiment, quel bravo d'avoir choisi cette date du 14 décembre parce qu'il y a un an exactement, dans la nuit, je crois, me souvenir, dans la nuit du 13 au 14 décembre, en fait, on attendait la fumée blanche. Il y avait le dernier trilogue. Le trilogue, c'est la réunion de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Et on attendait de savoir si le règlement européen allait achoper ou n'allait pas achoper. C'est-à-dire qu'on était dans l'attente de savoir s'il y allait avoir adoption ou pas de ce texte. Il y avait un tel lobbying qui s'était exercé sur ce texte. D'abord, il est déformé, le résultat se voit, hein, 144 pages, c'est pas difficile d'imaginer le lobbying qui s'est exercé. Mais surtout, il a fallu quelques jours avant une sortie assez médiatisée, on en parlait encore avec Asma il y a quelques minutes, une sortie très médiatisée de Thierry Breton dans la presse qui avait dit « Les GAFAM ne sont pas les représentants de l'intérêt général ». Et ça avait un peu calmé ce lobbying parce que nos politiques ont pu confondre parfois et penser que des acteurs privés pouvaient donner la direction de la régulation de cette technologie qui est l'intelligence artificielle. Du coup, la date est formidablement bien choisie parce qu'il y a un an, je me souviens, j'avais fait pratiquement nuit blanche parce que j'attendais la fumée blanche, mais par nos écrans qui nous abêtissent. Et rien ne sortait comme information de l'intérieur. On attendait tous des informations, on n'arrivait pas à en obtenir. Et finalement, je crois que le 14, on a obtenu que le texte avait été arrêté. On ne connaissait pas le texte, mais
on savait qu'on allait avoir une régulation de l'intelligence artificielle au niveau européen. Je pense que, notamment, moi, je travaille beaucoup pour les secteurs de la culture. Eh bien, on était ravis de se dire que, eh bien, tout ce qui est mangé par les IA génératives, évidemment, on allait commencer à regarder ce qu'il y avait dedans grâce à ce texte, justement. Comment fait-on, nous juristes, pour imposer nos vues, pour imposer nos valeurs? Eh bien, on rend le texte extraterritorial. Oula, qu'est-ce que ça veut dire, un texte extraterritorial? Eh bien, ce texte, le règlement européen, ne va pas s'appliquer qu'aux acteurs européens. Il va s'appliquer à tous les acteurs dans le monde qui voudront pénétrer le marché européen. C'est tout l'intérêt de l'Europe. Évidemment, le marché français n'intéresse personne. Mais en revanche, le marché européen, 27 États membres, les Américains ne voudront pas s'en passer. Les Chinois non plus ne veulent pas s'en passer. On met des frontières, mais nos frontières, on les met au-delà, on les met à l'extérieur. On impose à tous les acteurs qui veulent mettre en circulation sur le marché européen des produits d'IA, eh bien, de respecter l'ensemble de la législation sur l'intelligence artificielle. Voilà comment on fait, nous, on fait des règles qui sont extraterritoriales. On dit bien sûr ça ne s'applique pas à vous, mais si vous voulez faire quelque chose chez nous, vous êtes obligé de respecter nos règles. Il y a une chercheuse américaine aussi qui appelle ça, parce qu'au-delà de ces règles extraterritoriales, il y a aussi l'influence. Vous savez, la concurrence, elle n'est pas seulement économique, elle est très normative, la concurrence dans le monde. Et c'est Anu Bradford, elle appelle ça le Bruxelles Effect, l'effet Bruxelles. Je pense que sur le règlement européen, on va aussi avoir un Bruxelles Effect, comme on l'a eu sur le RGPD, vous savez, le règlement sur les données à caractère personnel. Alors Asma, tu fais comment, toi ? Alors, le Brussels Effect, alors ça pourrait être un vrai sujet de discussion, mais pas du tout ce matin, parce que je suis beaucoup plus moi mitigée là-dessus. Mais sur la façon dont on a rayonné, on a échoué à rayonner sur la question normative en Europe, dans le monde, j'entends, et notamment en Afrique. Mais je ferme ma parenthèse. Non, moi, la petite, minuscule, microscopique pierre à l'édifice que j'apporterais, c'est la question des échelles. Je crois que là où on se trompe viscéralement en Europe, et je parle vraiment sous le contrôle très intimidé de Camille Grand. Je crois qu'on s'est complètement trompé quand on est resté vrillé sur les gigantismes technologiques américains ou chinois. Nous n'avons pas les mêmes tailles, nous n'avons pas les mêmes enjeux, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes moyens. Nous n'avons pas la même culture du risque et de l'innovation. Et on est obsédé par les Américains, obsédé par Musk, obsédé par Trump, obsédé. Et obsédé comme un signe, comme un désaveu, comme un signe de faiblesse, comme un signe d'être toujours en follower, en train de suivre. Et donc il va falloir qu'on se départisse un tout petit peu de cette mentalité de l'échec, je dirais, et qu'on retourne à nos fondamentaux. Et les fondamentaux, ils sont dans les territoires, ils sont dans l'ultra-local, ils sont dans refaire du lien, ils sont dans la technologie, une fois de plus, pour quoi faire. Et il se trouve que ces 2 dernières semaines, par un hasard total, j'ai fait un petit tour de France, il se trouve. Et donc, je me suis retrouvée en région Occitanie, à La Rochelle, etc. Et là-bas, vous avez des maires, vous avez des petits écosystèmes locaux qui ont compris tout ce qu'on est en train de se dire, qui l'ont métabolisé sans qu'à aucun moment il n'y ait de coup de projecteur sur eux, c'est-à-dire quel territoire on veut aménager, comment est-ce qu'on veut vivre. Et par exemple, La Rochelle, c'était l'objectif de dire c'est un territoire zéro carbone à 2040. Et à partir de là, on voit quels sont les outils techniques dont on a besoin ou pas pour y arriver, et non pas l'innovation pour l'innovation comme fin ultime parce que nous sommes perdus, nous serions dans une espèce de nihilisme total. Je reprends un autre exemple. Occitanie vers Montpellier. Eux, ils se sont dit, notre projet, c'est plutôt l'agriculture. On a un énorme problème d'eau et de raréfaction des ressources et de l'eau. L'eau à boire. Je ne sais pas si on se rend compte de ce dont on parle et des écarts d'enjeux. Et donc, ils se sont dit, peut-être que l'agritech, l'optimisation des ressources par quelques outils développés par notre écosystème local, d'innovation locale, peut fonctionner. Et ils sont en train de le faire. Et là, ça reprend du sens. C'est donc la question du sens. Et le sens, on ne peut pas le trouver quand on est seul face à ces gigantismes-là. Le sens, on ne peut le retrouver que dans le lien immédiat, donc dans les territoires ou dans l'hyperlocal. Et là, ça peut devenir très enthousiasmant comme discussion, je crois. Comme on a décidé de faire un petit dialogue, je vais
t'expliquer ce qu'on veut dire par effet Bruxelles. C'est absolument dingue. Notre règlement européen sur les données à caractère personnel, on le retrouve aujourd'hui dans plein d'endroits du monde, alors qu'au départ, on nous avait dit « Oh là là, mon Dieu, vous allez tout bloquer ». Et finalement, c'est pas si mal que ça. Et là, dernièrement, et il y a quelques jours, je voyais ça avec amusement. En Californie, il y a une loi qui vient d'être adoptée sur l'intelligence artificielle et qui reprend exactement nos règles des IA génératives, notamment sur la transparence des sources d'entraînement. Je suis ravie de ça, parce que je viens de rendre un rapport là-dessus à la ministre de la Culture en disant c'est important qu'on respecte la chaîne de valeur, c'est important qu'on sache comment les IA génératives sont nourries. Et je vois que, en Californie, c'est aussi un sujet important, alors qu'ils n'ont pas du tout le règlement européen, c'est juste qu'il y a cette influence qui s'exerce, et j'espère qu'elle va continuer à s'exercer en dépit d'évolution politique de part et d'autre. Improbable, dirons-nous. J'espère. Je suis toujours une idéaliste. Et alors, on va vous laisser aller déjeuner, bien sûr, ça c'est évident, mais juste un petit mot de conclusion. Et moi, pour conclure, en fait, je vais reprendre les mots d'un collègue qui s'appelle Gérard Berry, qui est professeur au Collège de France, et qui dit quelque chose qui, je pense, nous donne des raisons d'espérer. Il écrit « L'homme est lent, peu rigoureux et très intuitif. À l'inverse, l'ordinateur est super rapide, très rigoureux et complètement con. » Des raisons d'espérer, donc. Et alors, moi, comment embrayer et clore à partir de là? Non, moi, je terminerai sur une phrase très courte de Paul Virilio, grand philosophe ou penseur français, de l'accélération, donc de la vitesse, donc de l'hypervitesse. C'est le nom que je donne à ces technologies-là, surtout pas digitales ou numériques ou je ne sais quoi. Ce serait une erreur de compréhension et c'est juste montrer que vous ne maîtrisez pas le sujet. C'est zéro chez mes étudiants, ça. Bon, et je reviens à mon truc. Paul Virilio disait... Le progrès est devant nous à condition de dépasser sa propagande. Voilà, et je trouve ça très beau.